Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues. La sécurité sociale est au bord du gouffre et les insoumis, avec la motion de censure, veulent l'envoyer dans le gouffre. Nous ne vous laisserons pas faire. Voter la motion de censure des députés insoumis reviendrait aujourd'hui à priver la sécurité sociale d'un budget pour 2025 qui, s'il ne répond pas à tous les enjeux auxquels la France est confrontée, eh bien, ce budget apporte pour autant de vraies avancées et des engagements financiers importants. Un seul que je vais vous dire, 10 milliards d'euros de plus pour l'assurance maladie par rapport à 2024. Voter cette motion de censure, ce serait retarder d'autant les recrutements que vous réclamez, commission après commission, de personnel soignant, les investissements dans les hôpitaux, la revalorisation des retraites agricoles. Voter cette motion de censure, ce serait plonger des entreprises petites et grandes qui financent la protection sociale par leurs cotisations dans le doute. Et plus encore, ces entreprises n'en peuvent plus d'attendre. Écoutez-les, entendez-les. Voter cette motion de censure, ce serait porter atteinte à la souveraineté économique de la France dans un monde où la compétition économique fait rage. Elle est d'une violence inouïe. Ce serait rajouter de la fragilité à la fébrilité, alors qu'on a besoin d'un cap, d'une vision et d'une ambition. Nous ne la voterons pas. La France ne peut plus continuer de cultiver l'incertitude au quotidien, l'incertitude du lendemain. Car ce sont toujours les plus fragiles dont vous dites que vous les défendez, que vous les protégez. Ça n'est pas vrai. Ce seraient eux qui seraient les plus affectés par cette censure. Cette situation appelle à une réponse forte, une réponse sans ambiguïté, dans laquelle le plus grand nombre d'entre nous se retrouve. Et je tiens à remercier les députés socialistes qui ont pris leurs responsabilités, qui ne veulent pas s'associer à votre chaos. Comme je remercie les députés des autres groupes qui ont pris leurs responsabilités et les députés non inscrits et qui ne mélangeront pas leur vote au vôtre pour faire chuter le gouvernement. C'est donc, mes chers collègues, un moment historique que nous vivons. Soyons à la hauteur collectivement dans le respect de nos différences, dans le respect de nos divergences. Nous avons un bien précieux à préserver, à conforter, à pérenniser. Ce bien précieux, il s'appelle la sécurité sociale, modèle unique de protection universelle, fruit du Conseil national de la résistance en 1944, dont les ordonnances ont été publiées, vous vous en souvenez, le 4 et 19 octobre 1945. Alors, chers collègues insoumis, vous nous dites, tout a été fait, on a un budget, c'est celui de la loi spéciale et il permet de reconduire les budgets pour 2025. Mais non, c'est le budget 2024. Il n'y répond pas. Alors vous nous dites, on a déposé une motion de censure. On a déposé une motion de censure car le gouvernement a déclenché un 49.3. C'est un déni de démocratie. Je m'arrête une seconde. Mais la démocratie, je parle sous le contrôle de Frédéric Valletoux, notre président de la Commission des affaires sociales. Elle a joué pleinement puisque la commission a eu lieu jusqu'à son terme. La démocratie, elle a fonctionné hors commission, mais c'est vous qui avez déposé une motion de rejet préalable pour priver cet hémicycle d'un débat sur le fond du texte. Et voilà, pas vu, pas pris, mais on vous a vu. Alors, arrêtons-nous une seconde sur ce budget 2025. Ce budget 2025, je le dis à Adrien Clouet, qui connaît très bien ce budget, c'est 10 milliards d'euros de plus parce que l'Ondam a augmenté de 3,3%. Ce budget 2025, c'est pas de hausse des tickets modérateurs. Vous les demandiez, ils sont dedans. Ce budget 2025, c'est un accord sans précédent sur les médicaments avec 600 milliards d'euros d'économies et 1,6 milliard de clauses de sauvegarde. Enfin, on protège depuis 15 ans l'industrie du médicament dans ce pays. Ce budget 2025, tiens, la santé mentale, grande cause nationale, s'il n'y a pas de budget, on ne fera rien en 2025. Ce budget 2025, ce sont les soins palliatifs, Madame la Ministre. 100 millions d'euros pour couvrir les départements dans lesquels ils ne sont pas actuellement couverts. Ce budget 2025, tiens, c'est 2 milliards d'euros de plus pour nos EHPAD, 300 millions d'euros pour le fonds d'urgence. Tout ça, balayé, on prend Sud 24, on continue. Ce budget 2025, c'est un plan de lutte contre la fraude. Je dis ça pour notre collègue Davy. Il réclamait, il a qu'à lire, c'est dedans, c'est marqué, il sera satisfait. Ce budget 2025,
C'est un déploiement, Aurore Bergé avait beaucoup travaillé pour ça, pour le déploiement pour la petite enfance et l'accélération du programme. Alors, mes chers collègues, pour autant, je le dis avec beaucoup de gravité, Monsieur le Premier ministre, la sécurité sociale est au bord du gouffre et vous avez hérité d'une situation extrêmement difficile. La Cour des comptes, les différents rapports parlementaires du Sénat, de l'Assemblée, tous confirment que des endettements abyssaux sont devant nous. Je rappelle quelques chiffres qui donnent le vertige. La CADES et la COS, 165 milliards d'euros de dettes, à tel point qu'il faudra une loi organique pour faire quoi? Pour prolonger la durée de vie de la COS au-delà de 2033, sinon nous ne pourrons pas continuer. La sécurité sociale, vous le disiez hier, Madame la Ministre, aux questions d'actualité au gouvernement, c'est 23 milliards d'euros de déficit annoncé pour 2025. La CNRACL, pour laquelle on est obligé de modifier les cotisations des collectivités, c'est 6 milliards d'euros. Le système des retraites, Monsieur le Premier ministre, dont vous avez été le premier à expliquer qu'il y avait un déficit de plus de 45 ou 50 milliards, vous avez été le seul à le dire. Maintenant, ça y est, la chose a été comprise par chacun et on doit être en capacité d'apporter une réponse. Et vous avez bien fait de donner la main aux partenaires sociaux. Nous respectons le paritarisme et on suivra leurs préconisations. Alors, il nous faut réformer en profondeur. Et je vous le dis, mes chers collègues, maintenant avec un peu plus de sonalité. Nous sommes nombreux sur tous ces bancs à travailler, à réfléchir, à faire des propositions. D'ailleurs, dans le travail en commission, je parle sous le contrôle du président Valletoux, il y a souvent des points d'accord. Le moment politique que nous vivons, Monsieur le Premier ministre, nous offre une opportunité exceptionnelle. Celle de travailler ensemble, de confronter nos idées, nos projets, de les frotter aux réalités, de travailler avec les acteurs de terrain. L'heure, je suis désolé, c'est la construction transpartisane. Guillaume Garot n'est pas là. Depuis 2 ans, on porte ensemble une loi d'accès aux soins transpartisane. 2 ans, 250 députés. Stéphanie Rist est devant moi. Il y a eu beaucoup de projets transpartisans qu'elle a portés dans la loi Rist. Frédéric Valletoux dans la loi Valletoux. Alors, chers collègues, soyons les architectes en 2025. Soyons les architectes en 2025 d'une refondation de cette sécurité sociale, comme l'ont été en leur temps des hommes et des femmes de sensibilités différentes au travers du Conseil national de la résistance. Il n'y avait pas que des gens de droite ou des gens de gauche, il y avait des gens de droite, de gauche, des centristes, des gaullistes. Et puis, nous devons le faire, Monsieur le Premier ministre, parce que nous avons 3 transitions devant nous. La première, c'est la transition démographique. Le vieillissement, il est là. D'ici 2050, comment fait-on ? On sait très bien qu'on vit plus longtemps. Je parle sous le contrôle du ministre de la Santé, par ailleurs médecin. Et on sait très bien que donc l'enjeu, c'est de vivre en meilleure santé plus longtemps. La seconde chose, c'est naturellement, ce sont les innovations technologiques qui sont là. Et ces innovations technologiques, elles sont très puissantes pour accompagner les soignants et le système de santé. On ne regardera pas le fonctionnement du système de santé avec des méthodes d'il y a 20 ans, ça n'existe pas. Et la troisième chose, qui pour moi est essentielle, c'est qu'il faudra responsabiliser les patients. Vous partez toujours, où sont les besoins? Mais non, c'est comment chacun devient acteur. Je dis bien acteur de son parcours de vie, de son parcours de santé. Est-ce qu'il est normal que dans ce pays, il y ait 400 000 ALD en plus par an depuis 6 ans? Ça veut dire qu'il y a 13 millions d'ALD et qu'à eux tout seuls, ils coûtent 80% des dépenses de santé. Donc, ce n'est pas non plus un problème de financement, parce que je rappelle, les socialistes le savent très bien, depuis 5 ans, nous avons mis combien de plus sur la table pour la sécurité sociale et la santé en particulier? 60 milliards d'euros de plus. Est-ce que pour autant le système fonctionne mieux? Certainement pas. Alors, pour passer de la parole aux actes, Monsieur le Premier ministre, je pense qu'il faut prendre ce chemin de la refondation de la santé. Parce que j'écoutais Henrik Davy, c'est dommage, il est parti. Il critique les médecins qui, à plus de 65 ans, continuent de travailler, mais on est heureux de les avoir. Qu'est-ce qu'on ferait s'ils n'étaient pas là? Comment fait-on pour régénérer de l'attractivité dans les métiers du soin? Ça n'existe pas. Comment fait-on pour lutter plus contre les déserts médicaux? On ne sait pas faire. Comment fait-on pour lutter contre la suradministration stérilisante et cette suradministration décourageante pour les professionnels de santé? Alors pour moi, il y a 3 piliers, Madame la Ministre. D'abord, c'est une réforme structurelle. Nous ne pouvons pas continuer comme nous faisons à l'heure actuelle. Et moi, je suis
en faveur, je plaide pour un service public territorial de santé avec tous les acteurs où on décloisonne le public et le privé. Un système dans lequel la suradministration n'a plus de place, dans lequel chacun se sente dépositaire d'une mission de service public. Un système dans lequel nos hôpitaux ne sont pas uniquement dirigés par des administratifs, mais à la fois par un couple entre un professionnel de santé et un administratif. Un système dans lequel j'ai enfin un État stratège, pas un État contrôlant de tous les instants, mais un État qui donne la trajectoire et ensuite qui fasse l'évaluation des politiques. C'est une exigence absolue, sinon nous ne réussirons pas le virage ambulatoire. Et je souhaite d'ailleurs que les ARS passent sous la responsabilité des préfets. La deuxième chose, c'est une loi de programmation pluriannuelle. Si nous ne donnons pas une perspective sur les 10 années qui viennent, nous n'y arriverons pas. Et la troisième chose, naturellement, c'est la prise en compte de la prévention. Mon collègue Isaac Sibille est là. Il milite depuis tant d'années, cher Cyril Isaac Sibille, pour la prévention. Que cette prévention, si elle était la clé de voûte du système de santé, si elle était la porte d'entrée, la clé dans laquelle, la serrure dans laquelle on met la clé, ça serait le seul moyen pour anticiper la prise en charge et faire en sorte que lorsqu'on met 1 euro pour la prévention, il y a 10 euros d'économiser en matière de soins curatifs. Mais ça passe par une chose, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'on soit en capacité de savoir qui paye quoi, qui fait quoi, que font les mutuelles, qui n'ont d'ailleurs pas hésité à augmenter leur tarification de 10% il y a quelques semaines, avant qu'on revienne en arrière sur le ticket modérateur. Et quand on regarde les augmentations des mutuelles ces 5 dernières années, ça n'est pas acceptable. Alors je vous le dis avec enthousiasme, je pense que les choses sont difficiles, mais il y a une très belle phrase de Sénèque sur laquelle je voudrais terminer. On n'ose pas parce que les choses sont difficiles, c'est parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Frédéric Valletoux.